Nous vous disons une fois encore merci pour votre disponibilité à suivre nos cours. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial sur les projets de développement et il est question pour nous aujourd'hui de répondre à la question: à qui profitent les projets de développement? Alors, si nous connaissons vraiment à qui ces projets de développement profitent, nous allons chercher à savoir les solutions durables pour les pays bénéficiaires, que sont les pays de l'Afrique subsaharienne par exemple. D'entrée de jeu, nous allons chercher à savoir quel est le but des projets de développement. Alors, pour but, nous pouvons retenir que les projets de développement sont mis en œuvre pour contribuer à un processus de changement de situation considéré par un grand groupe comme insatisfaisant ou problématique à une situation satisfaisante ou une situation améliorée. Donc nous tous, nous reconnaissons qu'il y a un projet de développement lorsqu'il y a un problème et le projet de développement vient résoudre le problème en apportant des solutions. Alors, quel est le bénéfice des projets de développement? Les bénéfices du projet de développement sont comme l'amélioration mesurable découlant d'un résultat perçu comme un avantage par un ou plusieurs parties prenantes qui contribuent à l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs organisationnels. Donc, nous retenons que quand on met en œuvre des projets de développement dans une communauté, c'est qu'on part d'un problème auquel des solutions sont apportées et donc un certain nombre de parties prenantes sont satisfaits ou bien sont contents de ce que la situation problématique est devenue une situation améliorée. Alors, en ce qui concerne les parties prenantes, on reviendra en détail, mais on peut dire déjà que quand on parle de parties prenantes, celui qui accompagne à identifier le problème, celui qui accompagne, apporte les ressources techniques, apporte les ressources financières, est une personne, fait partie prenante. Celui qui bénéficie également est une partie prenante et celui qui bénéficie indirectement aussi fait partie des parties prenantes. Alors, quand nous prenons de façon globale l'historique de l'aide publique au développement, nous notons que le concept d'aide publique au développement, qui est largement inspiré du plan Marshall, est né lors de la décolonisation et avait pour objectif de réduire les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud grâce au transfert de flux financiers orientés vers la mise en place des projets concrets et durables. Nous voyons dans ces projets qu'il y a des infrastructures essentielles, les actions de lutte contre la faim, la santé et l'éducation. Donc, comme nous l'avons dit, à partir des années 55 et que les pays de l'Afrique de l'Ouest, ou bien beaucoup de pays d'Afrique ont amorcé leur processus de développement. Donc, à partir de ce moment, les premiers vents des projets de développement sont nés et il est question d'apporter des ressources pour que ces problèmes puissent être résolus. Et l'intention était de faire en sorte que les pays du Nord et les pays du Sud puissent s'approcher en termes de modèle de développement, en termes d'infrastructure, en termes de manière de penser, de raisonner, de réagir. Alors, cette historique avait l'aide publique au développement à une deuxième branche parfois cachée ou visible, c'est qu'il était également alloué dans le but de préserver l'influence des anciennes métropoles dans le contexte géopolitique de la guerre froide. En réalité, cette aide n'a fait que renforcer l'influence des pays du Nord sur les pays du Sud, ou bien sûr les pays africains qui considèrent pour la plupart que le modèle de développement occidental est le meilleur et qu'il faut appliquer A plus B ou bien
oui, exactement le modèle qui est mis en œuvre en Occident, que ce même modèle soit mis en œuvre dans les pays du Sud, sans vraiment savoir si les réalités des pays de l'Afrique sont exactement les mêmes réalités des pays occidentaux. Alors, si nous cherchons à savoir à qui profitent véritablement les projets de développement, eu égard à ces deux points de l'historique où il fallait contribuer à ce que les pays du Sud s'approchent un tant soit peu aux pays du Nord et à ce que la métropole continue de son maintien ou bien son influence sur l'ancienne colonie. Alors, nous allons identifier deux niveaux de bénéfices des projets de développement. Alors, premier niveau, les communautés qui bénéficient des projets de développement. À titre d'exemple, quand une localité qui n'avait pas une école, lorsqu'on mobilise les ressources pour venir construire l'école, nous savons tous que l'éducation est la base de développement de beaucoup de pays aujourd'hui. Alors, si dans une communauté qui n'avait pas accès à l'école et qui a maintenant l'école, c'est que c'est un grand avantage pour plusieurs personnes. Il n'y avait pas de centre de santé, des habitants meurent, les femmes meurent en couche. Voilà qu'on mobilise les ressources et on vient appuyer cette communauté à construire un centre de santé, à l'équiper et à recruter un personnel compétent sur ce centre. C'est un avantage pour la population bénéficiaire. Quand un membre de la population tombe malade, aisément, ce membre peut se faire soigner dans sa localité. Alors, si nous prenons un projet d'adduction d'eau potable, un projet d'adduction d'eau propre, ou dans une communauté, ils n'ont pas d'eau propre, ces habitants sont obligés d'aller prendre des eaux de ruissellement qui sont parfois insalubres, qui donnent beaucoup de maladies hydriques, et ces maladies causent la mort de plusieurs personnes. Voilà qu'un projet d'adduction d'eau a permis que cette communauté ait accès à l'eau propre. Donc, les maladies hydriques qui tuaient la population vont diminuer et à un moment donné va totalement disparaître. Donc, c'est un avantage pour cette communauté d'avoir accès à un projet ou bien à une adduction d'eau propre dans sa localité. Donc, on peut dire que tous ces projets de développement qui sont mis en œuvre dans cette communauté ont profité aux habitants, les élèves, les enseignants, les infirmiers. Un enseignant volontaire, un enseignant il a été à l'école, mais aujourd'hui il n'a pas un emploi. Lorsqu'on crée une école, on construit une école dans une communauté et que l'État n'a pas encore envoyé ses enseignants, cet enseignant peut être utilisé localement par une organisation locale qui lui paye une PQ à la fin du mois. Donc cet enseignant aussi se forme, acquiert des expériences qu'il peut valoriser plus tard. Pourquoi pas pour un infirmier aussi qui a été formé et qui n'a pas trouvé un emploi et qui se retrouve dans la communauté. Voilà, on construit un centre de santé, on sollicite cet infirmier qui est utile pour le centre, ou bien un infirmier qui est retraité mais qui a encore de l'énergie à vendre, peut être utilisé dans ce centre de santé. Alors, en termes d'autres personnes qui bénéficient des projets de développement, ce sont les groupes de développement organisés. Les comités villageois de développement, les comités de développement de quartier, les notables et les chefferies. Nous savons que dans la démarche de certains projets Union européenne de la Banque mondiale, ce sont ces entités locales-là qui sont les porteuses de ces projets. Et donc, lorsqu'il y a de ces projets, ces personnes membres de ces organisations locales de développement reçoivent l'appui technique en termes de renforcement des capacités, reçoivent des appuis de renforcement des capacités, par exemple pour élaborer un plan de développement de village,
ou bien comment monter un document de projet, comment mettre en œuvre un projet, comment gérer un projet, ou bien comment gérer une organisation sociale. Donc, autant de bénéfices que ces organisations puissent avoir. Et bien évidemment, quand ces personnes sont sollicitées, c'est vrai que parfois n'ont pas de salaire, mais leurs frais de déplacement et leur logement leur sont remboursés. Ça leur permet de pouvoir avoir quand même de quoi vivre ou survivre selon les contextes. Il y a également les personnes, des diplômés qui sont recrutés sur les projets. Bon, des personnes, des anthropologues, des sociologues, les agronomes, des géographes, des gestionnaires de projets qui sont recrutés, qui ont fait des études et qui ont un peu d'expérience, qui n'ont pas du travail lorsque le projet de développement arrive. Et ces personnes sont sollicitées, sont recrutées et à la fin du mois, ils ont un salaire qui leur permet de nourrir leur famille. Également, ces personnes, ça leur permet d'avoir un carnet d'adresses riche et avoir plus d'expérience qu'ils peuvent faire valoir ailleurs. Il y a également les partenaires techniques et financiers qui, d'abord, ils sont tout joyeux de voir des objectifs leurs objectifs être atteints parce qu'ils ont pu mobiliser les ressources pour aller mettre en œuvre des projets auprès des tiers. Et quand ces infrastructures infrastructures socio-éducatives et sanitaires sont construites, ils sont contents que leur objectif est atteint. Ils ont également la joie de voir les bénéficiaires avoir accès à l'eau propre, à l'école, à un centre de santé. Également, le personnel reçoit son salaire. Et pour les partenaires techniques, surtout quand nous prenons les institutions de Bretton Woods, qui envoient l'aide publique au développement sous forme de prêts, ces prêts sont remboursés avec des intérêts, donc ils ont leur intérêt. Quand nous prenons la Banque mondiale qui donne 1 milliard à un pays et le pays doit rembourser à 1,2 milliard, ça veut dire qu'il y a un intérêt de 200 millions que ce pays donne et ça sert au fonctionnement de cette banque institution de Bretton Woods. Alors, les grands questionnements que nous posons est de savoir pourquoi après des décennies de transfert de fonds destinés à l'aide publique au développement, nos pays sont toujours dépendants de l'aide extérieure et n'arrivent pas à juguler la spirale de la pauvreté. C'est important pour nous de savoir pourquoi nos pays n'arrivent pas véritablement à réduire la pauvreté, alors que nous savons que depuis 1955, l'aide publique au développement est toujours envoyée au pays. Ça laisse quand même à réfléchir. Il y a un certain nombre de critiques quand même qui sont faites pour l'aide publique au développement, dont nous faisons allusion ici. C'est que le système des Nations Unies, dont les fondements sont devenus obsolètes, mérite d'être repensé. Depuis des années, le même modèle de développement apporté par les systèmes des Nations Unies, on reconnaît qu'aujourd'hui ces modèles sont obsolètes. Il y a nécessité de réfléchir, de réanalyser ces modèles et en fonction des communautés, des réalités sociales et de proposer de nouveaux modèles qui permettent à nos communautés d'amorcer véritablement le développement et pourquoi pas à un moment donné se passer de l'aide publique au développement. Il y a les institutions financières qui sont dominées par des grandes puissances. Nous notons que les partenaires financiers, c'est majoritairement les grandes puissances qui se basent sur les pays moins développés pour développer leur stratégie de puissance. Alors, il est important de savoir, quelqu'un qui se base sur toi pour être puissant, est-ce que cette personne va vouloir vraiment te donner la liberté de devenir comme elle aussi? C'est véritablement la question qui a lieu de se poser. Alors, il y a une autre critique, c'est que l'aide publique au développement ne profite pas véritablement aux pays bénéficiaires, mais plutôt les compagnies étrangères occidentales. Il y a un certain nombre de critiques qui sont faites.
Nous retenons également que les Africains n'ont pas une main mise sur la définition des priorités de projets de développement ciblés par les aides publiques au développement. Généralement, ce sont des plans de développement qui sont conçus depuis les capitales occidentales qui sont venus plaquer. Parfois, on vous amène à accepter, parfois on vous amène à proposer ces plans, mais ces plans viennent des capitales occidentales. Les pays occidentaux ne respectent pas parfois leurs engagements financiers qui sont pris dans les aides publiques au développement. Et les bailleurs se concentrent beaucoup sur les procédures de bonne gouvernance que sur la gouvernance proprement dite. On vous amène à connaître davantage les procédures de bonne gouvernance sans vraiment s'atteler sur la bonne gouvernance dans la démarche des projets véritablement. Il faut également noter que c'est important pour nous qui bénéficient des projets de développement de mettre en place ou bien de réfléchir à des solutions durables. Le modèle de gestion axé sur les résultats est l'une des solutions proposées par les rencontres internationales, notamment la déclaration de Paris de 2005. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer des ressources qui vont servir à réaliser des activités qui ne vont pas apporter des résultats. Alors que quand on mène des actions et que les résultats ne sont pas apportés, c'est qu'il y a bien évidemment les ressources qui sont déjà parties et on ne peut plus revenir sur ça. Donc c'est important dans la recherche de solutions durables que la démarche de gestion axée sur les résultats soit appliquée dans tous les projets de développement dans nos communautés. C'est important maintenant de repenser nos modèles de développement. Le modèle de développement que nous utilisons jusque-là, c'est ce modèle-là qui nous est apporté par l'Occident. Il est temps maintenant pour que l'Afrique puisse réfléchir sur leur propre modèle de développement. Modèle de développement dans lequel il y a nécessité que les Africains ou bien les bénéficiaires de ces projets de développement mettent véritablement la main à la pâte où il ne faut pas seulement attendre de l'aide de l'extérieur, mais mobiliser les ressources internes. Vous connaissez sans doute ce proverbe bantou, la main qui donne, la main qui dirige. Et donc, quand la main qui donne te dirige, elle te donne ce que tu penses, ce qu'il pense qui est bien pour toi. Et parfois, ce qu'il pense qui est bien pour toi n'est pas bien pour toi. Donc, c'est important pour nous maintenant de réfléchir à nos modèles de développement. Dans ce modèle, on ne dit pas que nous allons exclure l'Occident, mais il faut que ce modèle vienne des bénéficiaires. Nos institutions sous-régionales et régionales doivent être repensées. Nul ne doute du grand rôle que ces institutions régionales et sous-régionales jouent dans les initiatives de développement. Mais c'est important que ces institutions soient réanalysées, réappréciées, et pour qu'un modèle propre à nos communautés soit réétabli et remis en œuvre. C'est important de mettre en place un équilibre dans l'art et les relations internationales. Il ne faut pas qu'on se limite seulement au paradigme de l'Occident, mais évoluer vers des nouveaux paradigmes qui pourront permettre aux pays bénéficiaires de l'aide publique au développement de véritablement amorcer leur développement, sans pour autant attendre forcément que cette aide vienne de l'extérieur. Les périodes où il y a des présidents comme Thomas Sankara ont fait des révolutions. Ces périodes ont été des périodes où les habitants, sans l'aide extérieure, ont pu réaliser de très grands ouvrages. Et ces modèles peuvent être réfléchis et réinventés dans nos pays pour que tous les habitants d'une communauté puissent mobiliser les ressources et amorcer leur véritablement, sans tendre les mains forcément
à une institution X ou Y.